On traitait anciennement le lépreux avec beaucoup de rigueur. Le prêtre lui défendait d'approcher de personne, de ne rien toucher de ce qu'il marchanderait pour acheter, de se tenir toujours en dessous du vent quand quelqu'un lui parlerait, de sonner sa tartevelle quand il demanderait l'aumône, de ne boire en aucune fontaine ou ruisseau, de ne passer ni pont ni planche sans gants. « Je te défends, ajoutait le prêtre, que tu n'habites à aucune autre femme qu'à la tienne. » Ensuite, il prenait une pelletée de la terre du cimetière, par 3 fois la lui mettait sur la tête en disant « C'est signe que tu es mort quant au monde. » S'il est une maladie qui, depuis l'enfance, me fait penser à l'exclusion, c'est bien la lèpre. Dans l'imaginaire collectif, la lèpre est ancrée comme cette maladie de la peau qui fait perdre la face aux 2 sens du terme. On y laisse son nez autant que sa vie en société. Le chevalier Louis de Jaucourt ne dit pas autre chose dans l'extrait que l'on vient d'entendre, quand il décrit le terrifiant cérémonial de la mort civile du lépreux au Moyen-Âge. Il écrit ça dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, la référence au XVIIIe siècle. Les lépreux étaient en effet mis à l'écart, déjà morts pour les vivants, tant ils les effrayaient avec leurs stigmates repoussants, spectaculaires. Le tintement criard de leur crécelle a suffi à faire le vide sur leur passage à la toute fin du Moyen-Âge, et aujourd'hui, on garde cette image stéréotypée du pauvre lépreux au visage ravagé, du malade en haillons, réprouvé. Pourtant, la littérature contemporaine parle davantage du mal des reclus que du mal des exclus. Des travaux récents nuancent le récit univoque d'une marginalisation des victimes de la lèpre. Car, contrairement à la peste, la lèpre ne tue pas, elle n'est pas foudroyante. Elle est lente, elle déforme, elle handicape. En fait, il n'y a pas eu de véritable épidémie ravageuse de lèpre, comme on peut le penser. Plutôt une endémie permanente, en mal commun. La maladie était présente de manière constante et habituelle au Moyen-Âge. Et si elle témoignait de la faute des uns, elle était l'occasion pour tous les autres, en les aidant, de se racheter. La lèpre, au fond, a suscité énormément de charité. Elle a entraîné une forme de miséricorde, de compassion opportuniste. L'histoire de la lèpre est en fait étroitement liée à l'histoire de la chrétienté, depuis le Lévitique jusqu'à la figure, encore très populaire, du père Damien. Contagion, une histoire des épidémies. Un podcast ULB RTBF La Première. Une série écrite par Céline Raz et réalisée par Jonathan Remy. Épisode 3. La lèpre. Le mal des reclus. Tout au long de ce récit, nous serons avec Charlotte Martin, chef du service des maladies infectieuses du CHU Saint-Pierre et maître de conférence à l'ULB. Alors la lèpre, c'est pas hyper étudié, c'est une maladie du pauvre, donc ça n'intéresse pas grand monde. Nous entendrons aussi David Guillardian, archiviste conservateur du CPAS de Bruxelles, installé dans les Marolles, pile à l'endroit où se trouvait l'ancienne léproserie. David est aussi collaborateur scientifique à l'ULB. Donc le fait que l'organisme présente ce genre d'évolution défavorable, que les personnes deviennent hideuses et dégagent des odeurs difficilement supportables, font qu'on considère qu'il y a vraiment une stigmatisation qui leur est imposée. Et nous retrouverons Alexis Wilquin, historien du Moyen-Âge à l'ULB, qui nous a déjà parlé de la peste. D'un côté, elle est profondément répulsive par ses conséquences physiques, mais c'est vrai qu'elle n'est pas tout à fait foudroyante, d'où l'ambivalence, finalement, des réactions qu'elle suscite. Nous irons enfin au musée de la médecine de l'ULB, sur le campus Erasme à Anderlecht, où des visites libres ou guidées sont organisées. Elle retrace les grandes étapes de l'histoire médicale, des pratiques antiques aux découvertes du XIXe siècle, à travers des documents, des sculptures, des cires anatomiques et des instruments emblématiques. Vous connaissez ce genre de moulin? On l'appelle la crécelle. À quoi sert la crécelle? Das ist allergic, Christari. Ça se peut pour la lèpre.
La lèpre, c'est une maladie infectieuse due au bacille de Hansen, du nom de son découvreur, une mycobactérie à multiplication très lente qu'on appelle aussi Mycobacterium leprae. Elle est de la même famille que la de la tuberculose, une autre maladie infectieuse à laquelle on consacrera en prochain épisode. Si la lèpre est une maladie de la peau, elle ne se transmet pas par simple contact avec la peau lésée. Non, elle se transmet par le mucus nasal des malades, qui peut contenir des millions de bacilles de Hansen. Les gens contaminés, en tout cas une partie des gens contaminés, pas tous, Charlotte Martin, infectiologue au CHU Saint-Pierre. vont avoir beaucoup de cette bactérie dans les gouttelettes du nez et de la bouche, quoi. Donc les gouttelettes un peu respiratoires, donc c'est comme ça que c'est transmis et qu'on infecte éventuellement les autres personnes, en parlant, en postillonnant, en éternuant, en se criant dessus, en chantant, voilà. Ce qu'on connaît, c'est comme le Covid. C'est un petit peu comme le Covid, sauf qu'il n'y a pas de transmission aérosol, donc qui reste dans l'air pendant plusieurs heures. Ça, c'est la différence avec le Covid, c'est aussi la différence avec la tuberculose. Et donc, c'est moins contagieux que la tuberculose, puisque la tuberculose, si moi j'ai la tuberculose et que je suis toute seule dans cette pièce, et puis que je m'en vais, et que vous arrivez dans 1 heure, vous pouvez l'attraper. Puisque c'est toujours en suspension. Tandis que la lèpre, vous ne pouvez pas, il faut que je vous ai un peu craché dessus quand même. La lèpre n'est donc pas une maladie très contagieuse. Si on expose 100 personnes au bacille, seules 5 d'entre elles vont développer une forme clinique de lèpre pour des raisons encore floues liées à une susceptibilité génétique inégale. Une forme de hasard au fond. Et pour ces 5 personnes, l'incubation sera longue. Elle prend plusieurs années, 2 à 15 ans, après quoi l'infection touche tout le corps et provoque 2 types de tableaux cliniques. Les 2 formes, c'est une forme pas trop mutilante, je dirais. Donc ça, c'est la première forme, c'est quand on a une immunité un petit peu correcte. Ça commence par des taches, en fait, des taches sur la peau. Si vous avez la peau foncée, c'est plutôt des taches décolorées. Si vous avez la peau claire, ça va être plutôt des taches rouges, comme un coup de soleil. Et la grande particularité de ces taches, et c'est quelque chose qu'on trouve quasi dans aucune maladie, c'est que quand vous touchez ces taches, en fait, la personne ne sent pas. Donc, c'est des taches anesthésiées. Au-delà de la pigmentation cutanée, la lèpre provoque des troubles des nerfs périphériques. Donc, vous allez avoir des gens qui ont des troubles sensitifs, donc qui vont avoir des fourmis dans les doigts ou les doigts plutôt anesthésiés, mais aussi des troubles moteurs. Et donc, les cordons nerveux qui sont gonflés, en fait, ils sont dysfonctionnels et enflammés. Et donc, ça va plus fonctionner. C'est un doigt qui n'est plus capable de bouger, et donc il est tombant, ou il est rétracté, ou... Enfin, voilà. À l'époque, on parlait aussi de lèpre blanche pour cette première forme clinique de la maladie. La deuxième lèpre, la lèpre brune, aujourd'hui dite lépromateuse, est beaucoup plus impressionnante. Donc la peau est infiltrée, en fait, il y a plein de Mycobacterium leprae dans la peau. Et donc vous avez ces faciès que l'on connaît des photos, avec des gros sourcils, un gros nez assez typique, des arcades sourcilières, et alors la même chose au niveau des mains et des pieds. Donc ça atteint surtout les extrémités froides, donc les mains, les pieds, les oreilles, le nez. Et ça va gonfler, être infiltré des mycobactéries, et puis tous les nerfs vont être attaqués aussi. Et puis, en effet, il peut y avoir des membres qui tombent, enfin des morceaux de membres qui tombent, parce que le nerf ne fonctionne plus, parce que aussi, on peut se faire mal et on ne sent pas, on ne sent plus rien, on n'a plus aucune sensibilité. Donc c'est là que ça devient très, très mutilant et très impressionnant. Et puis, cette atteinte de la face, au niveau vraiment de... Ça déforme la face, et donc c'est aussi impressionnant. Et vous imaginez bien qu'en termes de stigmatisation, c'est tout à fait catastrophique. En atteignant les organes ORL, le nez, les muqueuses, le larynx, la lèpre entraîne aussi une raucité de la voix, ce qui finit de donner un aspect monstrueux au malade. Un médecin du Moyen-Âge en donne une description saisissante. Il écrit « Cette maladie rend la voix enrouée comme celle d'un chien qui a longtemps aboyé. Et cette voix semble plutôt sortir par le nez que par la bouche. Le visage du malade ressemble à un charbon demi-éteint. Il est onctueux, luisant et enflé. Il est semé de boutons fort durs, dont la base est verte et la pointe blanche, et en général, son aspect donne de l'horreur. » Son front forme divers plis qui s'étendent d'une tempe à l'autre.
Ses yeux sont rouges et enflammés, et il s'éclaire comme ceux d'un chat. Il s'avance en dehors, mais ne peuvent se mouvoir à droite ni à gauche. Ses oreilles sont enflées et rouges, mangées d'ulcères vers la base et environnées de petites glandes. Son nez s'enfonce à cause que le cartilage se pourrit. Toute sa peau est couverte d'ulcères ou de taches blanches ou d'écailles. Elle est inégale, rude et insensible, soit qu'on la pince, soit qu'on la coupe. Il vient à ce degré d'insensibilité qu'on lui perce avec une aiguille le poignet et les pieds, sans qu'il en souffre aucune douleur. Enfin le nez, les doigts des mains et des pieds, et même ses membres se détachent tout entiers. La lèpre est une maladie très ancienne. On en trouve des traces dès la préhistoire. Mais c'est véritablement au Moyen-Âge qu'elle devient endémique dans nos régions. Un Moyen-Âge qui, on l'a déjà vu avec la peste, est une époque réputée pour ses conditions de vie et d'hygiène difficiles. On est dans une convergence infernale qui fait coïncider mauvaise récolte, inflation de tous les prix, guerre, épidémie, famine. Il y a de la promiscuité, beaucoup, de la saleté partout, de la pauvreté surtout. Et tout cela, ça a un impact sur l'immunité de la population, qui est dénutrie et carrément immunodéprimée, explique Charlotte Martin. Donc il y a aussi un terreau pour faire plus de lèpre, simplement parce qu'elle circule plus d'abord, à cause de la promiscuité, des conditions d'hygiène déficientes et tout, mais aussi parce que la population est plus fragile, tout simplement. La lèpre est donc fort présente chez nous, entre le XIe et le XIIIe siècle, ce qui fait qu'elle est régulièrement associée aux croisades. On accuse les chevaliers de l'avoir ramenée de Terre Sainte. Jules Michelet, par exemple, un des grands historiens du XIXe siècle, écrivait que « la lèpre était le hideux héritage des croisades ». Alors c'est un mythe qui a été notamment véhiculé par les penseurs et les historiens anticléricaux. Alexis Wilquin, historien à l'ULB. Des gens comme Voltaire, par exemple, mais aussi Michelet, qui ne portait pas la religion catholique dans son cœur, et qui vont donc y voir évidemment l'occasion de stigmatiser les entreprises militaires chrétiennes vers l'Orient. En vérité, on peut se demander si la lèpre était véritablement beaucoup plus présente pendant ces siècles-là, siècles qui sont des siècles, il faut le savoir aussi, d'explosion démographique. Il y a beaucoup plus d'humains sur Terre, tout simplement, mais qui sont aussi des siècles de circulation. Alors, les croisades sont une forme de circulation, mais parmi d'autres, finalement. Le XIe, XIIe siècle, c'est la révolution commerciale, c'est la multiplication de la circulation des personnes et des biens, et donc tous ces mouvements participent de la diffusion des maladies. Ça explique peut-être que la maladie ait été plus présente, mais il y a d'autres interprétations. Et tout simplement l'idée aussi qu'il y a un changement d'attitude vis-à-vis de cette maladie qui aurait été présente déjà en Occident bien plus tôt, mais qu'on va accorder une attention accrue à cette catégorie de malades en s'inscrivant dans un mouvement beaucoup plus large qui est celui de la création des hôpitaux. Ce que dit Alexis Wilquin dans la foulée de l'historien français François-Olivier Toati, c'est qu'il n'y a pas forcément plus de lépreux, soudainement, au XIe et XIIe siècle. On l'a vu, la lèpre n'est pas une maladie très contagieuse. Et si son incidence est difficile à apprécier rétrospectivement, elle ne dépassait vraisemblablement pas 0,5 à 0,8% de la population. C'est peu. Ce qui aurait changé, plutôt, ce sont les mentalités, à commencer par celles des élites, qui font un effort significatif à cette époque pour apporter un soutien, notamment financier, à la communauté des lépreux. Ils fondent ainsi les premières léproseries et instaurent la pratique du soin collectif. En réalité, les théologiens médiévaux concevaient la lèpre comme une maladie du corps et de l'âme, comme la conséquence d'un péché, d'une impureté ou d'une souillure. Beaucoup nourrissaient le fantasme que la lèpre était liée à un acte sexuel. Que, par exemple, les lépreux étaient des enfants qui avaient été conçus en jour d'abstinence.
comprenez, le dimanche. Les lépreux sont donc considérés comme impurs, comme maudits. David Guilardian, historien et conservateur des archives du CPAS de Bruxelles. On va dire que dans pas mal de civilisations, on considère que la maladie n'est que le symptôme d'autre chose, que ce soit des fautes qui ont été commises, que ce soit une malédiction qui a été prononcée. Et donc au Moyen-Âge, c'est vrai qu'on est plus dans cette optique que la maladie est un symptôme d'un problème de l'âme et qu'il convient donc d'abord de soigner l'âme. Donc il y a une forme d'impureté qui est déjà mentionnée dans l'Ancien Testament. Et en même temps, il y a un côté positif, parce que si la personne souffre, c'est quelque part qu'elle peut mériter la rémission de ses péchés par cette souffrance. Autrement dit, si le lépreux a quelque chose de répulsif, s'il est affreux et impur, il est en même temps une forme d'incarnation du pauvre dont il faut prendre soin. Parce que, déjà dans l'Ancien Testament, la lèpre est peut-être le signe incontestable au moyen duquel Dieu frappe les pécheurs, mais elle ouvre surtout la voie vers la purification. Et donc, soigner le lépreux, c'est d'une certaine façon gagner son salut, et c'est soigner le Christ lui-même. Et on a des textes d'ailleurs nombreux de vies de saints ou de miracles qui racontent que, une fois qu'un personnage vertueux avait pris soin d'un lépreux, ce lépreux brusquement se révèle être en fait le Christ lui-même. En cela, les communautés lépreuses forment en quelque sorte des groupes pénitentiels qui peuvent prétendre à une conversion rédemptrice pour eux, mais aussi et surtout pour toutes celles et ceux qui s'en occupent. En d'autres termes, prendre soin d'un lépreux, c'est s'acheter une place au paradis. Il y a là clairement une forme de calcul. Classiquement, les pauvres et les malades, tout au long du Moyen-Âge, ont été des opportunités de salut pour les personnes qui possèdent des moyens importants. Et d'une certaine façon aussi, ces personnes, particulièrement pour les défavorisés, justifient ou permettent de maintenir l'ordre social tel qu'il se présente, puisque le pauvre, sa mission, c'est finalement de permettre aux riches de ne pas trop risquer d'être corrompus par la richesse qu'ils possèdent, et donc chacun a sa position sociale. C'est ainsi que les XIe et XIIe siècles voient se multiplier les léproseries, dites aussi méselleries ou maladreries. Elles sont construites en dehors des remparts des villes, mais à proximité d'une route ou d'un pont. Le prêtre lui défendait d'approcher de personne, de sonner sa tartevelle quand il demanderait l'aumône. Elles sont aussi érigées tout près d'une source d'eau, généralement d'une rivière. De ne boire en aucune fontaine ou ruisseau. Une des plus anciennes léproseries dans nos régions est celle de Namur. Elle date de 1118, elle s'appelle les Grands Malades. Elle était située au-delà de la porte Saint-Nicolas, au pied des rochers, dans la direction de l'actuelle avenue Albert Ier. Dans la foulée, Tournai, Arlon, Liège, Mons, Bruxelles et bien d'autres villes sont dotées de leur propre infrastructure hospitalière. D'une léproserie à l'autre, le style de vie varie, mais généralement, on remarque que ces établissements sont réservés aux habitants de la localité. Ils doivent d'ailleurs, pour y entrer, prouver qu'ils sont nés et baptisés dans la ville. Pour les autres, on construisait, toujours à l'écart des centres urbains, ce qu'on appelait des léproseries foraines, des petites cabanes ou des bordes, car situées en bordure des chemins. À Bruxelles, par exemple, la léproserie est fondée à l'emplacement de l'actuel hôpital Saint-Pierre, rue Haute. C'était alors la pleine campagne, en dehors de la première enceinte. On en parle pour la première fois dans une bulle, en décret pontifical, de 1174. L'accès y était interdit aux non-bruxellois s'ils ne pouvaient pas s'acquitter d'un droit d'entrée de minimum 40 livres, ce que peu de lépreux pouvaient faire. Alors, pour éviter de voir ces malheureux errer dans les rues, la ville a construit d'autres petits abris. Et puis les maisonnettes, elles sont souvent encore plus isolées. Donc à Bruxelles, on avait des maisonnettes du côté de Scheut. David Guilardian, historien. Au niveau de la rue des 80, place Duchesse de Brabant aujourd'hui, et on en avait du côté de Schaerbeek, mais ce qui est aujourd'hui Saint-Josse, on va dire au niveau de la chaussée de Hacht et de la rue du Moulin. Voilà, pour ceux qui veulent aller vérifier sur place, il ne doit pas rester grand-chose. Que ce soit la léproserie Saint-Pierre ou une autre, elle peut être comparée à cette période du Moyen-Âge à une sorte de couvent pour lépreux.
à un établissement religieux et charitable pourvu d'une chapelle et d'un cimetière propre. L'entrée du malade s'y déroule à la manière d'un rite de profession monastique. On lui remet d'ailleurs une tenue particulière, une longue bure grise avec un capuchon qui n'est pas sans rappeler les habits des moines. Et, comme pour les religieux, ce retrait de la société est alors moins perçu comme une exclusion sociale que comme l'intégration au sein d'une nouvelle communauté, l'adoption d'une nouvelle identité. Pour Michel Foucault, philosophe français du XXe siècle, les léproseries ont quelque chose de l'ordre de la réintégration spirituelle. Et ça, c'est parce que, pensée comme un châtiment divin individuel, la lèpre est une maladie qu'on imagine pouvoir soigner par la repentance. Entrer dans une léproserie implique donc la soumission à une discipline communautaire, religieuse et pénitentielle. C'est ça, c'est mener la vie la plus pieuse possible, et plus on assistera à des messes, et plus on se repentira et on se confessera, et plus on aura des chances de soigner son âme et donc son corps. Il y a l'idée aussi dans les évangiles qu'on peut guérir des lépreux, le Christ guérit des lépreux. Donc il y a cette idée que si on a vraiment la foi, et qu'on est vraiment en pleine repentance, il y a encore cette possibilité d'être guéri, plutôt dans l'au-delà évidemment. Pour pouvoir intégrer une léproserie, il faut être déclaré lépreux après examen médical. Le diagnostic de lèpre doit être confirmé par un jury dont la composition peut varier. Ecclésiastique, bien sûr, mais aussi autorités civiles, comme des échevins, autorités médicales, des médecins, chirurgiens, et même des lépreux, qui finalement, mieux que tous les autres, savent de quoi ils parlent. Donc on a retrouvé, en tout cas pour le cas de Gand, la marche à suivre pour examiner un potentiel lépreux. Donc on commence d'abord par regarder les caractéristiques extérieures et déjà se demander est-ce que ça pourrait être de la lèpre brune ou de la lèpre blanche. Ensuite, on vérifie la sensibilité. Donc on va par exemple piquer avec une aiguille au niveau de la plante du pied ou du talon. Troisième test, on va commencer à arracher des cheveux. Quatrième test, on va arracher des sourcils. Oui, parce que dans le cas de la lèpre, il peut effectivement y avoir des moments où une alopécie se présente, où les cheveux et les sourcils se détachent très facilement. Dans la principauté de Liège, cet examen était mené par les religieuses du Mont-Cornillon. Des témoignages rapportent qu'elles scrutaient le visage, couperosé, blafard, livide et plein de saphirs. Elles palpaient les paupières et inspectaient les narines. Large par le dehors et étroite par dedans, quasi bouchée, avec de petits ulcères croûteux. On décrit alors le lépreux comme ayant les yeux rouges, brillants et immobiles, avec une langue enflée et noire chargée de petits grains. Les gencives sont rongées, les dents décharnées, la laine fort puante. Les examinatrices arrachent ensuite un poil de la barbe ou un cheveu ou un cil pour vérifier si à la racine n'est pas attaché un petit bout de chair. Cinquième test, on va demander au suspect de chanter. S'il est enroué ou s'il a une voix très nasale, on va considérer qu'il y a déjà une atteinte ORL avancée. Sixième test, on va à nouveau regarder toutes les lésions cutanées pour se faire une idée. Le cuir n'était-il pas crépi et inégal comme celui d'une oie maigre plumée ? Septième test, on va prélever du sang et on va mettre ce sang dans de l'eau claire. Si ça surnage, c'est suspect. Oui. Alors, huitième test, on demande un échantillon d'urine et si on trouve que la couleur n'est pas celle qu'on attendait, là aussi c'est suspect. Et neuvième critère, on regarde au niveau de la main si les muscles entre le pouce et l'index ont commencé à diminuer. Signe d'affaiblissement. À l'issue de l'examen, s'il est positif, le lépreux est admis à la léproserie. En plus de l'habit réglementaire, il reçoit tout en attirail. C'est bon. On est allé au musée de la médecine de l'ULB, sur le campus Erasme, qui conserve, parmi ses collections spectaculaires, des objets emblématiques des épidémies dans nos régions, notamment
les signes distinctifs que devaient arborer les lépreux. Lorsqu'un lépreux rentre en léproserie, il y a tout un rituel qui est mis en place et lors de ce rituel, on offre aux lépreux différents attributs. Marine Rosens, directrice scientifique du musée de la médecine. On lui offre un bâton de pèlerin, on lui offre généralement aussi parfois un petit sac, une petite besace pour qu'il puisse pratiquer l'aumône et on lui donne aussi une crécelle pour qu'il puisse venir s'annoncer lorsqu'il entre dans les villes. Il annonce sa présence aux personnes saines ou non porteuses de la maladie pour que celles-ci ne s'approchent pas trop près et ne soient pas contaminées puisqu'à l'époque on n'a pas conscience de la méthode de contamination de la lèpre. C'est un appareil qu'on fait tourner, donc avec une sorte de manivelle qu'on doit faire tourner et qui fait un bruit très très intense qu'on entend de loin. Cette crécelle, elle est toute petite, celle qu'on entend. Au Moyen-Âge, au Moyen-Âge et à la Renaissance, il y en avait des beaucoup plus grandes et donc le bruit était beaucoup plus fort encore que ça. Encore plus fort que ça? Oui, ici au musée, on en a une qui est beaucoup plus grande et donc elle fait le double de la taille de celle qu'on a entendue, donc ça fait un bruit encore plus intense, quoi. Et ce lépreux se balade avec sa crécelle ou sa cliquette, qui sont des manières de signaler sa présence. Alexis Wilquin, historien à l'ULB. Et on imagine que ces manières de faire du bruit permettent à chacun de fuir. Mais en vérité, il semblerait que ce soit tout à fait l'inverse. Ce que suggère notamment notre collègue Touati, et que ce soit fait justement pour permettre aux gens de se diriger vers les lépreux et de pratiquer des gestes charitables en leur faveur, en leur donnant quelque chose. Un renouveau historiographique tend effectivement à relativiser la marginalisation des lépreux, notamment au regard de la préoccupation charitable dont ils furent l'objet. Et aussi parce que, à l'intérieur des léproseries, la ségrégation n'était pas absolue. On y trouvait, sans que les deux populations soient véritablement mélangées, des lépreux évidemment, mais aussi des personnes saines, soit pour s'occuper des malades, soit pour y séjourner, tout simplement. Généralement, il s'agissait de personnes vieillissantes qui trouvaient un certain confort dans la vie collective. Dans certains établissements, comme à Bruxelles, les lépreux pouvaient même s'installer avec leurs conjoints ou leurs domestiques. Autrement dit, la léproserie, ce n'était pas un endroit méprisable, à éviter à tout prix. Au contraire, David Guillardian, archiviste conservateur du CPAS de Bruxelles, confirme ainsi que... Déjà, si on a peu de moyens, il peut être intéressant d'être admis dans une léproserie parce qu'on a le gîte, le couvert et que les conditions de vie peuvent être assez confortables. En plus... Le fait d'être reconnu comme lépreux, d'avoir une attestation de lépreux, permet d'aller mendier. Et le fait d'avoir l'autorisation de mendier, c'est une aubaine pour les pauvres. Se développe donc un trafic de fausses attestations. Il y a des reproductions à certains endroits. Essayez d'en retrouver une ici. Voilà, un certificat de ladrerie délivré par Terbank à Louvain. Sur la page de droite. Ouais. Voilà à quoi ça ressemblait. On trouve aussi des faux lépreux, des mendiants qui se transmettent des conseils pour simuler des plaies et développer des œdèmes, soit pour susciter directement les aumônes, soit pour convaincre le jury qui procédait à l'examen médical et pouvoir entrer dans des léproseries. C'est pas nécessairement parce qu'ils veulent, eux, bénéficier de tous les avantages. Il y a des cas aussi de personnes qui veulent faire admettre leur enfant, pour s'en débarrasser, on suppose. Donc c'est pas très clair, mais on sait qu'il y a en 1495 un bienfaiteur de la léproserie Saint-Pierre à Bruxelles qui veut absolument faire admettre sa fille. On connaît son nom ici, c'est Elisabeth Nagels. Et elle se fait examiner, puis on dit non, a priori il ne l'a pas, il va en appel, des médecins de Louvain et tout ça, mais non, on vous assure, elle n'a rien. Et donc il fait un procès à la léproserie parce qu'on refuse d'admettre sa fille. Une fille de quel âge? Parce qu'il n'y a pas d'enfants dans les léproseries. Alors, on ne connaît pas les détails. En principe, il ne devrait pas y avoir d'enfants. Mais on a un cas, semble-t-il, d'un enfant lépreux qui est admis dans une léproserie, mais qui a le droit de continuer à aller à l'école. C'est curieux. Mais donc, dans ce cas-ci, on ne sait pas pour quelle raison il voulait enfermer sa fille dans un couvent. Et comme il était bienfaiteur de la léproserie, il s'est dit qu'on lui devait bien ça. Et ça n'a pas marché. On ne connaît pas la fin de l'histoire.
Les léproseries ne sont donc pas des lieux dépréciés, honnis, mais de véritables lieux de soins. Leur comptabilité révèle d'ailleurs la variété des soins qui étaient apportés aux lépreux. Ils étaient régulièrement rasés par un barbier qui venait de l'extérieur. On leur préparait des bains aromatisés aux herbes. Hildegarde de Bingen était abbesse d'un monastère. Elle consacra sa vie à l'étude des plantes médicinales et elle conseillait, contre la lèpre, l'onguent d'iris. Piler des rhizomes d'iris à laisser macérer dans du lait d'ânesse. Dans un récipient, faire fondre du saindoux. Ajouter la racine pilée dans le lait d'ânesse. Faire cuire à feu doux en mélangeant. Filtrer. Se frictionner tout le corps avec cet onguent après s'être lavé avec de la cendre. Les traitements les plus répandus étaient tout simplement le pansement des plaies. On fabriquait des onguents à base de lard et de saindoux, de chaux, de miel, de vinaigre et d'eau de mer. Comme souvent, les recettes nous paraissent fantaisistes. Elles se transmettent en fait depuis l'Antiquité. Jean Vitaud, un médecin français qui s'est beaucoup intéressé aux épidémies, en épingle quelques-unes dans son ouvrage « Histoire de la lèpre », notamment celle de Pline l'Ancien. Le mélange de sang de vautour et de racines de carline blanche broyées avec de la résine de cèdre, recouvert d'une feuille de chou, soigne les différentes sortes de lèpre. Les pattes de sauterelle écrasées dans du suif de bouc aussi. Mais l'animal le plus réputé pour guérir la lèpre, c'est le serpent. Parce qu'en serpent, ça mue, ça change de peau. C'est idéal donc pour soigner une maladie dermatologique. Encore au XVIIIe siècle, on retrouve l'évocation d'un tel traitement dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Il prenait 2 ou 3 vipères, ou à leur défaut, des serpents, qu'il coupait tous vivants par morceaux et les mêlait ensuite avec de l'orge. Il faisait bouillir le tout jusqu'à ce que l'orge s'ouvrît. Alors, il s'en servait pour nourrir les poulets. Après quelques jours, les plumes tombaient aux poulets, et dès qu'elles étaient revenues, il les tuait et en faisait manger la chair et prendre le bouillon aux malades. Il assure que par cette méthode, il a très souvent guéri des lépreux. C'est peu probable. En l'absence de véritable traitement, les lépreux ne guérissaient pas de la maladie. Ils restaient en léproserie jusqu'à la fin de leur vie. Et quand ils mouraient, ce n'était pas directement de la lèpre. La lèpre n'est pas une maladie mortelle, on l'a dit. Elle mutile, elle défigure, elle handicape, elle fragilise, mais elle ne tue pas. Elle n'attaque pas les organes vitaux. C'est un peu comme le VIH. Le lépreux et le séropositif succombent suite à des complications ou des infections secondaires qui, dans le cas de la lèpre, sont d'autant plus fréquentes que le patient ne sent pas la douleur. Les léproseries fonctionnent donc comme des communautés religieuses, où le soin collectif, médical comme spirituel, est au cœur d'un processus de charité. Mais il est vrai aussi qu'à partir du milieu du XIVe siècle, on sent se dessiner un durcissement des attitudes. C'est à partir des XIVe et XVe siècles, et dans certaines régions seulement, que l'on va voir se radicaliser ce mouvement de mise à l'écart alors des lépreux, qui vont véritablement devenir morts à la société et qui vont connaître alors une espèce de mise à l'écart rituelle pendant lesquelles ils vont connaître une forme de mort sociale. Et donc après diagnostic par des médecins ou par leurs pairs, par exemple, alors là, on les met vraiment à l'écart. Mais on a eu tendance à transporter sur tout le Moyen-Âge ce processus, alors que le processus est probablement plus nuancé pour les siècles antérieurs. Il y a une mise à l'écart, mais pas totale et radicale. La mise à l'écart rituelle qu'évoque Alexis Wilquin est une cérémonie macabre aux allures d'enterrement, un simulacre d'inhumation. Une fois le diagnostic de lèpre confirmé par le jury médical, vous ne le voyez pas mais j'ai mis des guillemets à médical, le jugement était publié par la paroisse et le lépreux était mis hors du siècle, comme on disait. Très concrètement, ça veut dire que le curé et son clergé allaient en procession à la maison du malade. Là, ils le recouvraient d'un drap mortuaire, d'un voile noir ou d'une nappe, et ils l'emmenaient à l'église où brûlaient de nombreux cierges. L'assemblée paroissiale chantait alors l'office des morts, tandis que le prêtre aspergeait d'eau bénite le prétendu cadavre. La messe terminée, le lépreux revêtait la tenue qui serait désormais la sienne, cette fameuse bure grise.
et il écoutait le curé lui lire les interdictions auxquelles il était soumis. Défense de sortir nu-pieds et sans vêtements de bure. Défense d'emprunter des chemins étroits et de parler à quelqu'un. Défense d'entrer dans les églises et les couvents, de fréquenter les foires et les marchés, d'utiliser l'eau d'une source pour boire ou se laver. Ne pas toucher aux marchandises, ne pas caresser les enfants, ne cohabiter qu'avec sa propre femme. Après quoi, le lépreux se baissait pour baiser le pied du curé, qui lui jetait un peu de terre sur la tête. Il prenait une pelletée de la terre du cimetière, par 3 fois la lui mettait sur la tête. Il le recommandait aux prières des paroissiens, puis le lépreux quittait la communauté. Il était mort pour les vivants. C'est signe que tu es mort quant au monde. Alexis Wilquin, historien. Ça participe de ce mouvement de mise en ordre et de mise à l'écart de toutes les personnes qui sont considérées comme déviantes et problématiques. Les prostituées, par exemple, les personnes qui ne travaillent pas, les malades, les hérétiques, les juifs. Donc on est bien dans ce contexte des 14e, 15e siècles, de cette société, de cette reductio ad unum, de cette société qui refuse l'altérité et ce qui est différent. Et donc les lépreux semblent en avoir fait les frais. On l'a vu dans les épisodes sur la peste, la société de l'Occident médiéval est en effet une société persécutrice, qui cherche et qui trouve des boucs émissaires pour expliquer les malédictions divines qui frappent les populations. Traditionnellement, les Juifs sont tout désignés pour tirer les ficelles de cette vaste machination. Comment ? Eh bien, en utilisant les lépreux pour leur faire effectuer les basses besognes. Les lépreux sont donc accusés, dans le sillage des Juifs, d'empoisonner l'eau des puits. Le but étant de rendre lépreux tous les chrétiens et, objectif ultime, d'affaiblir la chrétienté. Une théorie du complot de l'époque, en somme, qui, selon les sources, implique même le roi de Grenade. Des documents exceptionnels nous sont parvenus, dont un qui explique qu'on aurait surpris un lépreux... J'ai surpris un lépreux transportant un mélange fétide où flottait une tête de serpent, des pattes de crapaud et des cheveux de femme. Des cheveux de femme. Évidemment, une grande persécution s'ensuivit, de nombreux lépreux furent torturés, puis brûlés s'ils avouaient, et sous la torture, ils avouaient. Et puis, la lèpre régresse en Europe à partir du XVe siècle, sans que l'on comprenne véritablement pourquoi. L'isolement des malades dans les léproseries a pu jouer un rôle, tout comme l'amélioration des conditions de vie et d'hygiène, évidemment, et même la peste noire qui emporta un tiers de la population, dont celles et ceux à l'immunité déjà réduite. Les léproseries ferment donc les unes après les autres. En 1447, la léproserie Saint-Pierre de Bruxelles compte 7 sœurs, 1 clerc et un seul malade. 3 siècles plus tard, la dernière lépreuse meurt à Bruxelles. On est en 1749. À partir de ce moment, la lutte contre la lèpre se joue en dehors de l'Europe, dans des régions pauvres, d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie. Mais la Belgique garde un lien étroit avec la maladie, au travers de la figure du père Damien. Joseph de Veuster est un missionnaire flamand. Il a 33 ans quand il est envoyé à Molokai, une petite île près d'Hawaï, où une léproserie était chargée d'accueillir les malades relégués par les gouvernements locaux de l'archipel. Molokai est encerclée par les falaises les plus hautes du monde. Elle fait office de prison naturelle pour les lépreux. On est en 1873, la lèpre est toujours incurable à cette époque, elle est toujours perçue comme une punition divine, et les autorités religieuses sont toujours soucieuses d'apporter un secours spirituel à celles et ceux qui ont été contraints de s'isoler. David Guillardian. On est toujours dans cette vision chrétienne, catholique en l'occurrence, de soins à apporter aux personnes qui souffrent et qui souffrent de cette manière-là en particulier. À Molokai, les malades arrivent par navire entier. Le père Damien s'en émeut dans une lettre qu'il envoie à son frère. Il écrit « Les pauvres chrétiens, à moitié mourants, criaient à grands cris pour avoir un prêtre avec eux.
Pendant 7 ans, bien des malheureux sont morts sans recevoir soit le baptême, soit les sacrements des mourants. Sur l'île, abandonnés à leur sort, les lépreux vivaient dans des conditions déplorables. Le père Damien est donc accueilli en héros. Il parvient à construire une véritable communauté. Il organise une vie sociale et éducative en faisant bâtir, avec les lépreux valides, autant des routes qu'une église, un hôpital et une école. Il s'occupe des malades avec compassion et en dévouement total. Il s'identifie à eux, nous autres lépreux, écrit-il dans ses lettres, avant même de contracter la maladie. C'est en 1884, tout juste 20 ans après être arrivé sur l'île, qu'il apprend qu'il est atteint de la lèpre. Je suis réputé moi-même attaqué de la terrible maladie. Les microbes de la lèpre se sont finalement nichés dans ma jambe gauche et dans mon oreille. Ma paupière commence à tomber. Il n'y a plus de doute pour moi. Je suis lépreux. Il décède 5 ans plus tard. Les médias parlent d'un soldat héroïque tombé sur le champ de bataille. L'Église catholique en fait un martyr de la charité. Et chez nous, en Belgique, sa mémoire se perpétue, notamment avec l'ONG Action Damien, qui récolte des fonds pour lutter contre la lèpre. Pour toute une génération d'écoliers et d'écolières, dont je fais partie, c'est à ça qu'est associé le père Damien, à la vente de marqueurs de couleur. 4 marqueurs dans une pochette à 100 francs qu'on écoulait en faisant du porte-à-porte après avoir usé nos grands-parents. On traînait dans les rues en faisant une bonne action, on l'aimait bien le père Damien. Il faut dire aussi qu'on nous a fait regarder pas mal de reportages sur sa vie et son œuvre et que ces images des lépreux à Molokai nous ont forcément marqués. En préparant cet épisode, j'ai été étonnée d'apprendre qu'aujourd'hui encore, les bénévoles d'Action Damien investissent les rues le dernier week-end de janvier pour vendre ces marqueurs. Toujours les mêmes, noirs, rouges, bleus et verts, mais ils sont à 8,50 €, en bel indice du temps qui a passé. La lutte d'Action Damien s'est aussi étendue à d'autres maladies infectieuses, notamment, très logiquement, à la tuberculose. En revanche, ce qui m'a moins étonnée, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue sur ce plateau des plus grands Belges, une opération qui va nous permettre pendant quelques semaines d'évoquer ceux et celles qui ont fait et qui font toujours notre pays. Nous sommes dans le cadre de l'exposition. En 2005, la VRT et la RTBF organisent un concours appelé les 100 plus grands Belges. Feuilletons ce grimoire jusqu'à la lettre D pour évoquer une autre personnalité reprise dans le top 10 de ces plus grands Belges. Il est une des figures de l'engagement humanitaire sur le plan international, c'est le père Damien. Et là, les spectateurs votent en masse pour le père Damien. Il finit premier du classement en Flandre, 3e en Wallonie, c'est dire s'il est populaire. D'ailleurs, en 2009, au max de sa notoriété, il est canonisé. Une cérémonie rehaussée par la présence du roi et de la reine, du Premier ministre, des présidents de la Chambre et du Sénat, mais aussi par l'ensemble des évêques de Belgique. Une cérémonie très solennelle, ponctuée de rites établis par l'Église pour la canonisation des saints. Comme cette procession des reliques pour rendre la sainteté concrète, le père Damien rejoint ainsi, comme 4 autres canonisés, l'aura des saints de l'Église catholique. In excelsis Deo. Entre-temps, un traitement a été découvert contre la lèpre. D'abord, dans les années 20, le BCG, le vaccin Calmette-Guérin contre la tuberculose, a permis une protection croisée contre la lèpre, puisque les 2 bacilles sont cousins, on l'a dit. Et puis surtout, à nouveau, comme pour la peste, les antibiotiques ont tout changé. Charlotte Martin, chef du service des maladies infectieuses du CHU Saint-Pierre. On a eu déjà un médicament à partir des années 40 qui est la dapsone, mais quand on la donne toute seule, elle confère, rapidement la mycobactérie peut devenir résistante, c'est exactement comme la tuberculose. Ce sont des bactéries à multiplication lente, et sur ces bactéries à multiplication lente, on a besoin de mettre plusieurs médicaments différents qui agissent à des endroits différents, sinon tranquillou, elle fait sa petite résistance et elle échappe au traitement en fait. Donc on a toujours d'ailleurs besoin d'une polythérapie et c'est plutôt dans les années 80 qu'on a créé la vraie polythérapie pour la lèpre qui est composée de dapsone, rifadine et clofazimine.
c'est pas de la gnognotte. Hein. Enfin, la rifadine, ça va encore, mais dapsone et clofazimine, faut se le farcir, quoi. C'est vraiment, ça donne quand même pas mal d'effets secondaires digestifs, de l'hyperpigmentation cutanée, Et justement, cette lourdeur du traitement contre la lèpre, plusieurs comprimés par jour entraînant des effets secondaires, ainsi que sa longueur, 6 à 12 mois de traitement, eh bien tout cela, ça explique la difficulté d'éradiquer la maladie. D'autant plus encore que certains patients font ce qu'on appelle des réactions paradoxales. Et alors un gros souci, c'est qu'il y a 25% des gens traités qui vont faire une réaction paradoxale. Et donc ça, c'est évidemment très compliqué à gérer et très compliqué à comprendre pour les patients, de prendre des médicaments et d'aller moins bien, au lieu d'aller mieux. Ajoutez à cela l'existence d'un mini-réservoir animal pour la maladie, l'improbable tatou sauvage américain. Encore un truc rigolo. Du tatou américain, hein, que tout le monde connaît, bien sûr. Bref, on comprend pourquoi la lèpre n'est pas éradiquée aujourd'hui. Selon les chiffres d'Action d'Amiens, 124 pays sont encore concernés et 3 millions de personnes souffrent d'invalidité et ou de discrimination suite à cette maladie. Il y a encore des pays où il y a des lois discriminatoires envers les personnes lépreuses. Et l'Inde en fait partie. Donc vous avez encore la lèpre comme motif de divorce. Vous avez encore la lèpre pour ne pas avoir un emploi dans les fonctions publiques. Vous avez encore des choses comme ça. En Belgique, la dernière loi discriminante envers les personnes affectées par la lèpre a été abrogée en 2003. Elle leur interdisait de faire leur service militaire. La Belgique, qui en réalité ne croise plus qu'extrêmement rarement des cas de lèpre. Alors on a des cas importés, donc on a des personnes qui sont nées dans des zones endémiques de lèpre, ou en tout cas où il reste des cas de lèpre. Moi j'en ai vu 3 dans ma pratique à Saint-Pierre. Donc c'est quand même rare, hein. Ça fait quand même presque 20 ans que je suis à Saint-Pierre, donc c'est quand même assez rare. Et pour la petite anecdote, il y en a une des 3 où on a commencé le traitement, elle a aggravé ses lésions et elle est partie. Donc on l'a perdue de vue. Et on l'a rappelée plein de fois, etc. On lui a expliqué que c'était compliqué, mais qu'il fallait continuer, que c'était important et qu'on pouvait essayer de gérer parce qu'on peut donner un peu de cortisone pour essayer de calmer la réaction immunitaire, etc. Mais quand je vous dis que c'est compliqué, c'est compliqué parfois de garder les gens dans les soins parce qu'ils ont du mal à comprendre. Donc l'anecdote, c'est qu'il y a une lépreuse dans la nature, là. C'est pas très contagieux, la lèpre. 5%. Non, c'est pas très contagieux. Il faut un contact répété et rapproché pour attraper la lèpre. Et puis, il y a des lèpres... Elle ne peut pas, elle seule, déclencher une épidémie à Bruxelles. Non. Il faut vivre avec la personne, il faut être en contact régulier avec cette personne et proche. Aujourd'hui, la lèpre continue de faire l'objet d'une surveillance permanente par l'OMS, qui, notamment avec des traitements gratuits, est parvenue à diminuer de 90% les cas dans le monde au début des années 2000. Depuis, l'incidence de la maladie est stable. Chaque année, approximativement 200 000 nouveaux cas sont diagnostiqués dans le monde, essentiellement en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie, ce qui, malgré une sous-estimation statistique probable, fait de la lèpre une maladie rare. D'ailleurs, l'objectif de l'OMS n'est plus l'éradication, mais la réduction extrêmement durable de la maladie. Et ça, on l'a dit, cela pourrait encore prendre plusieurs décennies. Vous écoutiez Contagion, une histoire des épidémies. Un podcast coproduit par l'ULB et RTBF La Première. Une série écrite par Céline Raz et réalisée par Jonathan Remy. Avec les voix d'Alexis Flamand, Benoît Grémiot, Nicolas Herman, Mathieu Meunier et Marie Van Kutsem. Merci aux scientifiques de l'ULB, du CHU Saint-Pierre, du CPAS de la ville de Bruxelles et du Musée de la médecine. Merci également à notre partenaire, la Loterie nationale. Et puis merci à vous. J'espère que ce 3e épisode vous a plu. Retrouvez la suite de cette série et de nombreux autres contenus d'histoire sur RTBF Ovio.